C'est ça, être pionnier de quelque chose, tu sais. Oui. C'est que tu sais pas qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va se transformer, mais chose certaine, on est un créateur d'une tendance. Au Québec, c'est 47% des ménages sont des personnes vivant seules. C'est une personne sur deux, là. Il y a quelque chose qui se passe, mais on est des early investors, là. Ça aussi, il y a un edge. Mais en Europe, t'as pas un co-living, t'as pas une saine gestion de ton portefeuille, là. Dans une saine gestion diversifiée, ça te prend du co-living. La personne seule, qui est un phénomène réel, qui est brisé l'isolement, plus combiné à notre éventuelle crise d'énergie, va amener les gens à... Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois à RSI Monsieur Jean-Charles Goyesh, pionnier en co-living, en immobilier au Québec. Avec Rebelle, on va parler justement d'une des grandes opportunités des 10, 15, 20 prochaines années au Québec, le co-living. Alors, vous allez être absolument choyés avec cet épisode. Bon visionnement. Jean-Charles? Comment ça va? Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Jean-Charles? T'as-tu aimé ça quand je t'ai nommé dans le bootcamp? Je me suis tout le temps sensible quand tu comment tu dis ça? C'est parce que tu dis mon oncle Jean-Charles. Je suis la caricature. J'ai jamais pensé en plus. Quand tu m'as écrit, je dirais, c'est vrai. Ouais, mais c'est comme avec Claude Hamel, tu sais, Monsieur Claude, mon oncle Claude, mais non, ça fait drôle. Ouais. Tu dis tout le temps Jean-Charles comme le propriétaire de bloc conventionnel. Je suis tout à part conventionnel. C'est pour ça que c'est ironique. Là, mais c'est pas à toi que je pense quand je le dis. Là, fait que, heureusement, c'est pas si pire que ça. Là. Bienvenue à RSI. Je suis content que tu sois là. Tu t'es déplacé du Grand Nord. Absolument. C'était une bonne route. Aujourd'hui, en plus, c'était... un pèlerinage. C'était long. C'était pas facile. Une bonne route. Ça t'a permis d'aller voir une couple de tes projets aussi, je pense. Oui, arrêté à Granby. Oui, arrêté à Granby. C'est-tu la première fois que tu passes à RSI? C'est ma deuxième. Oui. Deuxième. Il faudrait voir la première. Ça fait un petit moment. Je pense que c'est un 2022. Ah oui, OK. Bon cépage. Avant qu'on vive l'enfer de 2022 et 2023. C'est Survive till 25. Survive till 25. on est arrivé. Oui. Nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même, même avant que tu faisais de l'investissement immobilier. Marketing, oui. Tu as eu une grosse croissance en immobilier. Tu t'es lancé tête première, tu as fait la meurtre avec ta conjointe, ta partner. Absolument, c'est vrai. Ton épouse. L'épouse. Que j'ai eu la chance d'être au mariage, d'ailleurs. C'est vrai que fun, tout a commencé à la meute. Plus que je recule, là, on s'est professionnalisé à la meute. OK. Ouais. Intéressant. Ouais. Puis là, aujourd'hui, vous faites des affaires vraiment... En tout cas, moi, je trouve vraiment pété. C'est le fun. Là. C'est le fun de voir que vous avez une touche unique dans le travail que vous faites chez Rebelle. C'est important qu'on ait une couleur propre à nous. C'était le but dès le départ. Ouais. Puis on essaie de faire différent puis de faire performant. Tout est une question de chiffre là, à la fin de la journée. Ouais. Fait qu'on on fait notre chemin. Ouais. Comment est-ce que... je pense que dans le premier RSI, on avait parlé un petit peu de tes débuts en investissement immobilier puis de début de Rebelle, essentiellement. Comment que ça a évolué depuis 2022? Mais mettons, je pense que c'était début 2022 qu'on s'était vu. L'évolution, en fait, c'est la team. Ouais. C'est la team là, qui a été game changer. Nous, on s'est organisé, on s'est structuré dans les 3 dernières années. On a investi beaucoup en technologie. Dans nos technologies, on s'est développé vraiment un écosystème de gestion parce que le co-living demande d'autres types d'interaction avec les résidents, avec les gestion locataires. Plus active. Gestion plus active. La donnée est importante. La data, c'était important pour nous de s'organiser. Puis on a monté une team aussi très efficace avec... tout le monde est remote. Là, nos actifs, nous, on est de Mont-Laurier à Trois-Rivières, de Granby à Rigaud. Là, on est vraiment... Vous êtes assez spread out là, géographiquement. Absolument. Absolument. Et ça prenait une efficacité... puis c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Puis évidemment, la grosseur des actifs, elle a suivi. Oui. Ça a été quoi le...
C'était quoi tu sais, au départ, vous étiez... Au départ, Rebelle, c'était Rebelle Hôtel. Ouais. On avait de l'hôtellerie. Ouais. On avait une direction dans l'hospitalité qui était très prononcée. À cette époque-là, on avait investi dans des auberges, dans des motels, du chalet locatif. On Ouais. avait même parti une branch, le Ouais. Château Chalet. Château Chalet, ouais. On est en train de vendre notre dernier actif dans ce domaine-là, qui est le Ouais. chalet locatif, qui est le court terme. Puis encore là, c'était des actifs monstrueux, là, des 8 chambres, piscine intérieure, etc. Là, le Château Chalet, c'était une brand. L'hôtellerie, pour nous, c'était une vision. On voulait innover l'hôtellerie. Okay. Maintenant, ben, on a trouvé notre sweet spot avec le co-living. Donc, on a mergé le multirésidentiel puis l'hôtellerie. Puis c'est là qu'on est tombé dans notre zone de confort. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Puis le co-living, aujourd'hui, c'est vraiment votre focus. 100%. 100%. Là. Ouais. On est en arrière de la courbe en ce moment dans le co-living au Québec. Là. Je ne crois pas. Non? Je ne crois pas. Je crois qu'on est... C'est important d'en parler. C'est important que tu es sensible à ça. Tu t'en parles dans toutes les occasions. Moi, j'en parle à qui veut bien l'entendre. C'est précieux d'éduquer le marché en général, que ce soit les banquiers ou nos confrères investisseurs. C'est important de partager ça, autant pour les résidents que pour les municipalités. Ouais. Mais plus qu'on en parle, plus qu'on l'amène sur la table, puis ça fait des petits, là. Ouais. Puis moi, je le vis, je le vois. Il y a quelque chose qui se passe, puis on est des early investors, là. Ouais. Donc ça aussi, il y a un edge d'être dans les premiers à miser sur une classe d'actifs. Ouais. Mais en Europe, t'as pas un co-living, t'as pas une saine gestion de ton portefeuille, là. Dans une saine gestion diversifiée, ça te prend du co-living. T'es pas sécurisant pour un institut financier si tu n'as pas du co-living dans ton portefeuille de multi-res. Ouais. Ça te prend aussi une diversification dans ton multi-res quand tu veux démontrer une certaine croissance puis avoir un certain statut en Europe. Ouais. Co-living, c'est un must. Est-ce que tu le vois ici au Québec comme étant une réponse à la crise du logement ou c'est juste une évolution naturelle de l'immobilier? Bien, c'est 100% une solution à la crise du logement. Ouais. Est-ce que c'est une réponse? Je crois que l'ouverture à des investisseurs de faire leur cruncher ou d'analyser ce type d'actifs-là est une réponse. Ouais. Mais est-ce que le co-living émerge dû au fait qu'on est en crise de logement? Non, je pense pas. Ça fait, ça a toujours, les kibbutz, je veux dire, ça a tout le temps existé. Là. Avant de connaître le co-living, moi, je m'étais formé sur les les éco-villages. OK. Donc, le concept de immobilier horizontal qui est un peu similaire au co-living, mais de manière plus rurale, néo-rurale, disons. Ouais. Aujourd'hui, le co-living... Les gated communities pourraient être vus un peu comme ça aussi. Oui. Ouais. Les immenses projets de tours à condos étaient aussi un peu précurseurs du... Ouais. Le co-living, c'est l'habitation collective. Ouais. C'est de cohabiter. Ouais. Puis dans un contexte de crise du logement, mais tu dois te resserrer, puis tu dois analyser ce qui est abordable. Puis le besoin actuellement, c'est l'abordabilité. C'est un besoin de société. Ouais. Puis un des produits actuellement qui est offert sur le marché dans l'abordabilité, un des produits intéressants, c'est le co-living. Ouais. Mais est-ce que c'est une réponse à ça? Ça serait une erreur. J'aime mieux... Moi, je suis un believer, tu sais. J'aime mieux... comme l'idée du co-living... Outre la crise du logement, c'est un actif qu'on a besoin d'avoir. 100%. Parce qu'il est mal connu ici, il est mal finançable, puis on s'entend. Quand le financement ne suit pas, ben, généralement, les investisseurs ne suivent pas. Ben oui, c'est sûr. Là, puis en Europe, c'est très implanté. Puis même plus que ça, en Europe, c'est des master leased. Ouais. Donc, ils vont louer le bâtiment pour faire du co-living dedans. Donc, c'est même 100% cash flow et non basé sur un actif de capitalité. Tu ne capitalises pas sur un actif de co-living. Il y a des compagnies essentiellement qui s'en vont chercher un master lease sur l'immeuble, ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble. Un peu comme WeWork faisait dans le coworking ou dans les Airbnb. Il y a du monde qui ont fait ça, qu'ils ne commençaient pas de cash. Sunder.
Thunder, oui, c'est ça, Thunder, c'est ça qu'il faisait, Ouais. c'est vrai. Ben oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Puis tu sais, Joy-V en France, ben, en Europe maintenant, je pense que c'est 10 000 lits en co-living. Puis de ça, il doit y avoir 90 qui n'est pas propriétaire. Ah, ouais. Wow. C'est un des plus gros opérateurs de co-living, Wow. Joy-V. Puis il ne détient pas ses actifs. En fait, c'est pour ça que nous, on est une anomalie quand on fait des voyages. On est à C'est l'international. vraiment une entreprise opérante pure et dure en Europe. C'est de mettons, l'hôtellerie. si on prend cet exemple. C'est de l'hôtellerie. Ouais. Ils appellent ça du service living. OK. Puis c'est une forme d'hôtellerie, mais longue durée. Tandis que nous, puisqu'on détient notre actif, Ouais. là, on est en mesure, en plus, de le protéger par sa gestion. Ouais. Puis de bénéficier de sa prise de valeur puis sa capitalisation. C'est ultra intéressant pour un investissement québécois. Ouais. Ultra intéressant. Ouais. Puis le financement, ça me fait penser, tu sais, je trouve ça intéressant finalement, c'est assez logique parce que le financement, puis là, je ne sais pas pour tous les pays de l'Europe, parce que j'avoue que je n'ai pas fait le tour, mais tu sais, exemple en France, là, le concept de refinancer un actif, ça n'existe pas vraiment. Tu sais, comme, ils n'ont pas ça comme nous ici, là, où... C'est pas ce qui est drive. C'est ça. Puis le système bancaire n'est pas fait comme ça. Tu sais, c'est comme, tu mets une hypothèque quand tu l'achètes, puis l'hypothèque se paye, puis that's it. Il n'y a pas de j'augmente la valeur, je refinance sur la nouvelle valeur, je ressors mes billes. L'effet de levier existe. Tu sais, ce qu'on appelle le refinancement, pour nous, c'est le concept de levier. Ouais. C'est une stratégie, là. Ouais. On peut pas... Mais c'est beaucoup moins répandu. C'est pas... Les produits de financement sont moins intéressants. C'est ça. C'est pas... Ce qui est intéressant actuellement, là, c'est l'accessibilité à la propriété. Okay. C'est là-dedans qu'ils investissent beaucoup d'efforts collectivement, d'efforts de manière à ce que la société se porte mieux. D'amener le monde à être propriétaire. D'une petite boîte là, de 300 pieds carrés. Exemple. OK? Puis on vit beaucoup en France, puis en Europe, puis là, je vais te faire rire un peu, le concept moderne depuis 2 ans, là, ce qu'on entend au MIPIM, c'est le build to rent. Ouais. je veux dire, nous, Canadiens, Américains... C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Ben, c'est juste ça qu'on... Le multirésidentiel, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est le build to rent. Ouais. C'est tout en Angleterre, c'est le build to let. Parce que rent, c'est let en Angleterre. Ouais. Fait que c'est tout un... C'est particulier. C'est tout un autre mindset. Puis, tu sais, rendu là, on est plus dans la finance immobilière. Ouais. Peut-être comme toi, je suis un peu moins outillé, là, tu sais, pour nous, on est approché pour être des opérateurs à des détenteurs d'actifs. Parce que tu as 3... Un peu contrairement... Le marché est un peu fragmenté différemment qu'ici. Tu as le propriétaire... Tu as le gestionnaire d'actifs et après ça, tu as le détenteur du master lease. Mais il y a comme un tierce parti qu'on n'est pas familier ici d'avoir, un peu comme, disons, le Château Frontenac qui est détenu par la Caisse de dépôt, mais que finalement, c'est le Fermont qui est le locataire de ça. Mais Puis en plus, il y a le bail amphithéotique, fait que le terrain appartient ni à un ni l'autre. Donc, tu as comme une structure alternative qui est intéressante, mais qui n'est pas le même mindset de la finance. Je pense au Concorde, pas au château. Le Concorde qui est en bail amphithéotique. Ah ouais, hein? Je n'étais pas au courant de ça. Ouais. Ah ouais, hein? Comme Place Ville-Marie aussi. Ouais, ça, il y en a beaucoup d'ailleurs, Zeckendorf, c'est lui qui a construit Place Ville-Marie puis qui a mis en place le bail amphithéotique. Ah ouais, hein? Le premier grand développeur immobilier. C'est fou, ça. De New York. C'est fou, ça. Ouais. Mais on en revient à ce que tu disais, trois types de métiers ou d'expertise dans l'immobilier. Il y a comme une partie de plus qu'on n'a pas ici. Puis la finance, elle est différente. Puis c'est beaucoup de la family office. C'est un autre mindset. C'est ça. C'est un autre mindset un peu plus... moins spéculatif. C'est ce que je vais te dire. C'est moins spéculatif. Tu as moins d'assemblage de lots comme tu as pu voir à New York ou en Amérique. Parce que ça a déjà été développé. Tu sais, nos amis français, quand ils viennent me voir ici, là, puis je leur dis ça, c'est zoné 12 logements, mais il y a un 2 dessus, tu pourrais le mettre à terre et faire un 12. Ils sont comme, ben voyons donc. Oui. Comment ça se fait? Puis là, je suis comme, ça, c'est un terrain vacant. Ils sont comme, un terrain vacant au centre-ville? Hein? Ça n'existe pas, tu sais. T'as raison. Ils sont pas habitués à ça, eux autres, là. Comment est-ce que vous êtes perçus? Parce que là, d'ailleurs, je voulais aller au MIPIM avec vous autres dans les prochaines semaines. Là. Quand ça va sortir, ça va déjà être passé, mais ça va être l'année prochaine. Vacances de famille oblige. Ouais. Mais vous êtes déjà allé au MIPIM. 1-2 années, je pense. Ça va deuxième année. Ça va être deuxième année. Fait que vous êtes allé l'année passée. Puis là, tu sais, on suit un peu tes voyages sur Instagram. Là. Tu vas voir des co-living au Portugal, par exemple. J'ai suivi tout ça. Puis
comment est-ce qu'on est perçu, nous, là-bas? Parce que c'est intéressant, des fois, de sortir d'ici du Québec, là, puis de faire challenger nos modèles d'affaires, puis de voir comment que les gens nous perçoivent. Tu sais, moi, beaucoup de discussions que mes amis français m'ont ouvert sur plein d'affaires ici, là. Mais comment on est perçu? Ouais. C'est intéressant parce que je ne l'avais pas vu venir comment on était perçu. OK. On est des Américains. Ah ouais? Nous sommes Américains qui parlons la même langue qu'eux. OK. Ah ouais? OK? Donc, et avec avec la hauteur que je peux prendre sur notre société puis sur notre modus operandi immobilier, puis je vais rester avec qu'est-ce que je veux pas faire de grandes généralités. Là. Je parle avec du monde d'immobilier. On n'est pas des sociologues, des anthropologues. Exactement. Je suis pas un anthropologue. C'est ça, je m'allais dire. Je suis pas anthropologue. Je suis pas là pour... moi, je parle avec du monde d'immobilier. Ouais. OK? Donc, et ici aussi. Donc, on présume que ceux qui vont nous écouter, c'est des gens d'immobilier. Généralement. Donc, on va généraliser. Là. On est perçus comme des gens qui mettons beaucoup de le succès et la performance d'abord, avant de faire des POC, des Proof of Concept. Ouais. Et ça, c'est un mindset drivé par notre côté peut-être colonisateur. Agressif. Move fast, break shit. Oui, très go-getter. Ouais. OK? Puis tu sais, c'est prôné, puis je veux dire, toi-même, tu véhicules ce comme... Guys, passez à l'action. Oh ouais. C'est l'action avant l'analyse, ou c'est-à-dire paralyse ou over-analyse. Absolument. Tandis qu'eux, ils sont quand même dans une faisabilité, puis un proof of concept, puis un baby step. Puis c'est un autre type d'approche qui est très rationnelle, moins sur la grande vision. Conservateur. Et ça, je dirais, nous sommes perçus comme les légendaires américains. Francophones. Des achievers, puis comme les grandes réussites, puis les milliardaires de ce monde sont américains. Puis on défonce des portes. Oui. Puis après, on fait tu sais, comme nous, là, notre branding, là, en fait, moi, mes architectes, c'est des architectes parisiens. Ah ouais, OK. Puis... On a demandé un feel and look pour nos actifs. Donc, dorénavant, tous nos actifs vont avoir des éléments architecturaux similaires. Et, puis au départ, là, quand on a pitché, quand on pitchait ça à des architectes pour trouver notre... on s'est fait un peu dire comme, mais guys, vous marchez à l'envers, là, vous avez comme une quinzaine d'immeubles, puis vous n'avez pas encore le feel and look. Ah ouais? Tu sais, voyons! Pour eux, c'était incompréhensible. Ben oui, tu sais, puis pour nous, c'était le grand bon sens de... Ben non, on met de l'argent là-dedans, mais qu'on aide, tu sais. Exactement. On va faire de la rentabilité, on va démontrer, tu sais, nous... On va monter notre bilan, on va... Toutes les raisons pour lesquelles nous, c'est normal, naturel, disons. Ouais. Mais pour eux, mais voyons, on fait pas un nouveau McDo. Oui, mais le McDo, c'est aujourd'hui qu'ils sont rendus avec des dizaines de milliers de restaurants. Là, c'est pas... Exact. T'sais, donc, en tout cas, moi, je sens vraiment notre torque est beaucoup plus ambitieux que leur modus operandi européen. OK. Mais leur créativité, tu sais, disons qu'on a un terreau fertile au Québec. Oui, ça, c'est clair. Et ça permet de s'émanciper en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur. Et de partir de presque rien. Et là-bas, il y a beaucoup plus de contraintes, que ce soit financière, que ce soit... social, au niveau des classes. Politique. Historique. Donc, toute la gestion patrimoniale là-bas, c'est comme... On n'a aucune idée comment que c'est restrictif. On vient faire un tour à Sherbrooke. Depuis qu'on a mis en place un nouveau comité de démolition. Je t'entends, mais là-bas, c'est comme les architectes. C'est des archis qui travaillent in-house, qui te suivent dans ton projet tout au long. Comme ici, on va avoir un inspecteur de temps en temps. C'est un autre... C'est pas pareil. Et ça amène une vision des Québécois ou des Canadiens qui sont des go-getters.
J'adore ça, en fait. Oui, parce je que pense que c'est un gros plus. C'est rare que nous, on se le dit entre nous. On est une terre d'opportunités, Oh, essentiellement. Ben oui. Puis à toutes les fois, tu parlais des Français, tous mes chums français, mes investisseurs, ils viennent ici, ils sont abasourdis par à quel point qu'il y a de l'opportunité partout, puis qu'ils sont tellement... C'est tellement anémique pour eux autres où ils sont, là, qu'ils comprennent même pas qu'on n'est pas en train de sauter sur tout ça. Là, des traits de 5. Ouais, c'est ça. Des traits de 10. Oui, parce qu'un investisseur en France, il est heureux que du 8. Là. Il est comme, wow, du 8. Ouais. T'es comme du 8, je sors même pas de chez nous. De quoi tu parles? 8? 8? Je vais aller... Je pense que j'allais flipper des burgers au McDo, là, rendu là, tu sais, avec les avantages sociaux qu'il y a à cette heure là-bas. Là. Non, mais c'est un... Le taux de rendement n'est même pas... Puis ils sont très imposés. Tu sais, c'est comme on est privilégié. Des fois, ça dépend à qui on se compare. Oui, c'est parce que nous, on se compare aux États-Unis. Oui, c'est ça, exact. C'est quoi l'apprentissage que tu ramènes ici pour Rebelle? Tu sais, force d'aller en Europe, faire ces voyages-là, vous repartez en Italie bientôt. Le key takeaway européen, c'est la solidité du modèle d'affaires. OK. Moi, ici, on... Ça te confirme que le modèle d'affaires vers lequel vous allez est solide. Parce qu'il n'a pas été vraiment bâti ici encore. Ici, on crée l'historique de données pour les évaluateurs, on crée l'historique de données pour la SCHL, on crée l'historique de données pour les banquiers, on crée les changements réglementaires dans les villes dans lesquelles on exploite nos co-living. Donc, actuellement... parce que là, c'est-tu du zonage hébergement touristique? C'est-tu du zonage maison de chambre? C'est... Moi, Nicolas, là, la journée, puis c'est Florence qui m'a dit, on est des pionniers. Ouais. Puis à titre de pionnier, il faut faire la création du terreau. Ouais. Dans le champ d'expertise qu'on fait. Et aujourd'hui, pour moi, ça vient avec le fait que, en tant qu'early investor, en tant que pionnier du co-living, je vais devoir éduquer mes municipalités, les villes, les partenaires, les banquiers, la SCHL, etc. Ça fait partie de mon rôle. Pourtant, là-bas, ça fait une vingtaine d'années que c'est implanté, enraciné, là. Comme je te dis, des Joy-V, des gestionnaires de dizaines de milliers. Puis tu sais, j'ai un de mes amis en Inde, Jay, pour ne pas le nommer, Curated Living, c'est 15 000 lits. Là. Eux autres sont rendus à deux résidents par unité co-living. Wow! Mais tu sais, ici, tu vas louer un studio en co-living. Tu vas louer, disons, 850 $ par mois. Mais tu pourrais louer un lit, donc une colocation dans ton co-living pour 550. Ouais. Ben là, tu viens d'aller chercher un bénéfice pied carré vraiment intéressant. Ouais. Et pourtant, l'occupation double n'est pas tant cost efficiency. Là. Ouais. Est-ce que le monde sont prêts pour ça ici? On fait des tests. Moi, j'ai de la difficulté actuellement, mais je vais avoir les actifs pour le faire. Je vais avoir la gestion pour le faire. Fait que les perspectives de croissance sont vraiment intéressantes. Parce que le co-living, tu sais, puis on en parle. Là. D'ailleurs, on a une conférence là-dessus le 15 mars sur l'heure du midi à Montréal. Conférence co-living. Les places sont extrêmement limitées. Allez sur mrex.co pour trouver ça. C'est vraiment sharp. C'est vraiment... ça va être avec toi, en fait. C'est vraiment il y a beaucoup d'intérêt. Énormément d'intérêt. Mais c'est très méconnu. Puis là où est-ce que je vais aller, c'était le co-living. C'est quoi ça veut dire pour le monde? Tu sais, exemple, moi, j'en ai acheté un immeuble en co-living, puis c'est des 6,5, donc 4 chambres à coucher, 2 salles de bain. Parce que ce qu'on a vu avec les architectes designers qui ont aidé à le bâtir, eux autres, c'était comme, ça prend une salle de bain par 2 personnes. Tu peux pas faire un 5,5 en co-living avec une salle de bain, ça marche juste pas. Fait qu'il faut que tu ailles en 6,5. En tout cas, c'était leur constat. Là. Ils n'ont pas la vérité absolue, mais bref, je trouvais ça intéressant. Mais là, tu sais, dans le fond, c'est un co-living où c'est un appart, les gens ont chacun leur chambre, il y a un beau salon, belle cuisine, puis après ça, il y a aussi un petit peu d'espace commun dans l'immeuble
pour comme créer une espèce de troisième endroit, là, le troisième lieu, comme on en parlait tantôt. Là, le concept en nouvelle urbanisme, c'est le premier lieu, c'est où tu habites. Deuxième lieu, c'est ton travail. Puis troisième lieu, c'est l'autre place que tu vas pour chiller, pour voir des amis, tout ça. Puis, mais il y a aussi le co-living dans... Tu as vraiment juste ton propre petit logement dans un immeuble qui a beaucoup de troisième lieu, dans le fond. C'est des typologies différentes. Ouais. Ça dépend du profil d'investisseur. Ouais. Pour moi, on ne devrait pas les séparer. Ben, c'est du co-living. Ouais. Je trouverais dans pas un immeuble de termes... co-living, tu devrais avoir un mélange des deux, essentiellement. Justement, là, dernièrement, on aide là, les gens, là, parce que maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens. Fait qu'on fait du mentorat pour des gens qui se partent des projets. Puis dernièrement, il y a un gars qui se part un 12, je ne le nommerai pas par respect pour lui, mais il va se reconnaître. Il se part un projet de 12, un 12-plex de 5,5. OK. Donc, il va chercher comme une trentaine de résidents. Ouais. Les lieux communs vont être le toit, vont être l'extérieur, les troisièmes lieux, comme tu les nommes. Ouais. Mais tu fais une colocation co-living. C'est juste que tu as une énergie communautaire que tu n'auras pas dans un 12-plex. Okay. Puis c'est la communauté qui fait ton co-living. Puis un peu la base de ta question était c'est quoi le co-living? Ouais. C'est la communauté. Ouais. Le co, c'est la communauté, la collaboration. C'est pas tant la typologie, c'est pas tant le troisième lieu. On prendra une auberge, un hôtel. Prenons un hôtel, là, un Holiday Inn. J'en ai un à Granby, c'est un ancien Holiday Inn. C'est un hôtel, des chambres d'hôtel. On les connaît, les chambres d'hôtel. Là. Cuisinette, salle de bain complète, chambre, des cabinets, des bénisteries. Mais tout ton rez-de-chaussée, ta salle de banquet, le bar, le restaurant, la table de billard, je sais pas trop, le cellier, etc. Ouais. Mais c'est libre service. Ouais. Puis c'est des baux d'1 an. Mais c'est la typologie comme telle, la configuration de ton actif. Je crois que autant de créativité qu'il y a d'investisseurs va nous donner des co-living. C'est là que, si je me rappelle de ce que tu parlais dans le temps des fêtes, là, vous avez organisé à Fleuve Cité votre projet à Trois-Rivières de co-living. C'est là, puis ça revient à ce que tu disais, le co, la communauté, c'est que ce qui va faire la différence dans un projet comme à Granby, ça va être activement comme entreprise, comment vous allez, comme on dit en anglais, curate the community, vous allez s'assurer, s'assurer qu'il y ait des événements, des activités. C'est ça qui va faire la différence, essentiellement. Absolument. Puis on a fait un gros, tu sais, dans les 3 ans, qu'est-ce qui a évolué depuis ton dernier récit? On a travaillé avec une firme d'Espagne, de Barcelone, sur tout le onboarding de nos résidents. C'est un coq, ça, en 13. Ben, nos fournisseurs sont européens. Nos architectes de Paris. Non, mais je le sais, mais je les nomme. Puis tu sais quoi, c'est pour inspirer les gens comme sortez de chez vous. C'est quand même coq, là. C'est le fun, sortez de chez vous. Ben oui, exact. Parce que je veux dire, j'essayais. Ouais. J'ai tout fait. Comme je te dis, on a travaillé ensemble. Ouais. Je veux dire, moi, j'aspire à l'excellence. Ouais. Ou aux meilleures pratiques ou à l'innovation. Donc, c'est coq, mais ça, je veux dire, c'est des euros, puis il n'y a rien de coq à dépenser en euros. Là. Ça, puis du USD. Tu sais, tu veux. Le positif, c'est que ça donne une excuse pour voyager. Oui, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une firme qui nous a. Qui est une des. La présidente de tout ça, c'était une des pionnières pour l'organisation WeWork, là, de développer des marchés, etc. Okay. Et tout le concept de communauté, c'était très fort à l'époque de WeWork. Là, comment tu crées cette communauté-là, puis comment tu la gardes dans la vie? C'est des guides, c'est vraiment. Parce que ça n'arrive pas de même. Là, ben non. Pour le voir à une autre échelle, là, avec MREX, on a, je pense, réussi à bâtir une communauté, mais c'est de la job, constamment de la maintenir. L'être humain a tendance à comme s'isoler naturellement. Absolument. Puis non seulement c'est de la job, tu ne récoltes pas le fruit à court terme. Ouais. Tout entrepreneur le sait, mais à quel point tu es committed pour ça. Puis dans la communauté... C'est tough de continuer à faire cet investissement-là. Tu deals avec des humains qui te paient déjà, là. Tu sais, t'as déjà reçu ton chèque, puis là, tu continues à être en charme, en position de vente, en position d'offrande. Puis ça, c'est psychologiquement de bien former la team, de bien s'assurer que tout le monde est aligné avec la vision de l'entreprise qui est
d'offrir des lieux stimulants pour générer des interactions sociales, Ouais, ça, c'est une mission. c'est clair. Et cette mission-là, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Puis c'est des baby steps. Il faut avoir une vision à long terme. Ouais. Mais aujourd'hui, là, je m'occupe plus de mes plantes dans mes immeubles. Là. c'est-à-dire, disons Fleuve City, que c'est un... Peut-être au party de Noël, hein, au party Non, mais d'Halloween. là, j'étais encore dans le macro. Non, GC, le propriétaire, je show up. Moi, je suis très, très, très... je crois quand même à ça, là, le concept de proximité. J'ai toujours cru à ça, mais j'y crois énormément. Même, je veux dire, j'ai déjà fait mes visites guidées là, dans mes actifs. Moi, je suis quand même Hands-on. hands-on. Moi, ça, ben, c'est peut-être... Ça me fait plaisir. Ça m'éduque beaucoup en tant que marketeur ou ex-marketeur. Ouais. Pour moi, c'est de l'observation, c'est une science. Là, donc, tu observes, puis je veux dire, avec ces données-là, après ça, tu es capable de transposer sur... Bon, donc, de m'impliquer dans les communautés, c'est bijou. Je comprends les interactions, je comprends les lacunes, je comprends les forces, je comprends qu'est-ce qui fonctionne bien, les solutions, et d'être présent dans ces activités-là, ça fait que le lien, il colle pour vrai. Il n'est pas artificiel. Ouais. Je ne suis pas un sponsor, là. Je suis là pour le stimuler. Ultimement, ça doit émerger de la communauté. Puis je vais te le dire parce que là, on parle de Fleuve City. Moi, j'ai stimulé... on a créé cet événement de Noël-là qui était comme dans les alentours de, disons, du 15-18 décembre. Ouais. Ben, eux-mêmes ont créé leur événement du jour de l'an 2 semaines plus tard. Ah, ouais, OK. Sans même m'en informer, sans même... Je veux dire, mon gestionnaire sur place était informé et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'était... T'as pas eu à faire le deuxième événement. T'as pas eu à le créer, essentiellement. Ça a donné un élan. Ben oui. Et là, ben on le pousse. Ouais. Comme je faisais pas la Saint-Valentin. Tu vas aider à maintenir un momentum, mais... Ça fait des petits aussi. Absolument. Ouais, absolument. Puis ça, c'est intéressant. C'est important. C'est ça le co. Ouais. Que tu aies un 12-plex, que tu aies des espaces de coworking. Tu as l'open space traditionnel, mais tu as aussi des immeubles de type petit bureau, petit entrepreneur indépendant. Mais s'il n'y a pas le maillage qui se crée, c'est un peu sans intérêt d'avoir un petit bureau, à part le fait que c'est économique. Ouais. C'est un peu inutile, voire même... étrange de ne pas se parler ou de se dire juste coucou dans... C'est isolant même. Tu sais, nous, on est rendu dans notre prochain immeuble, on met une table à ping-pong dans la salle de lavage. Les micro-interactions vont être ultra stimulées. Okay. Les halls d'entrée, les ascenseurs, on utilise toutes les occasions pour stimuler les interactions sociales. Intéressant. Puis c'est, à mon avis, une des clés du succès du co-living. Surtout dans un monde, je le vois comme un besoin. T'sais, on parlait de la crise du logement tantôt, là, qui amène ce besoin-là, mais je pense aussi, on l'a vu avec la COVID. Là, on est sorti de cette histoire-là, on dirait que c'est dans un autre vie. Là, c'est vrai, hein? Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de ça. C'est vrai, hein? On dirait vraiment que c'est un autre vie. Oui. J'ai l'impression que j'écoute un film. Là, mais quand même, on a vu à quel point que l'isolation, ça peut amener des problèmes. On le sait qu'on est de plus en plus techno. Récemment, tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. La vérité, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui vivent derrière leur cell puis leur écran d'ordinateur parce que la technologie est tellement rendue forte. Et je le vois aussi comme un besoin qui va venir un peu rééquilibrer ou répondre au manque qui a été créé par ça parce que les gens s'isolent de plus en plus. Briser l'isolement, c'est un enjeu moderne. Ouais. C'est pas nos parents puis c'est pas nos enseignants qui nous ont expliqué le phénomène de l'isolement. Pardon. Ouais. Et un des bénéfices du co-living, c'est de briser l'isolement. Ouais. Car on dessert des personnes seules. C'est principalement des personnes seules. Ouais. Puis il y a de plus en plus de monde qui vivent seul. Au Québec, c'est 47% des ménages sont des personnes vivant seules. Au Canada, 43%. Je veux dire, c'est une personne sur deux. Là. Absolument. Give or take, une personne sur deux. Au Canada, là, un Canadien, tous nos concitoyens du pays, une personne sur deux qu'on croise dans la rue, vivent seuls. Ouais. C'était pas comme ça avant. J'en parlais avec un de mes architectes récemment sur on est en train de développer un projet, c'est quasiment 900 logements. Là, puis il me challengeait sur la répartition que je voulais. Je suis comme, non, oublie ça. Là.
j'en veux pas, moi, des 4,5. D'un, tout le monde fait des 4,5. Puis de deux, de plus en plus de ménages sont seuls. Puis là, il parlait de, ouais, mais tu sais, les villes imposent. Je t'ai commenté, regarde, on va sortir les stats là, du recensement. Là. Puis même, tu sais, même moi, je pensais pas que c'était aussi pire que ça, ce que tu viens de dire là. Puis lui aussi, puis il a comme pris un 2 minutes, puis il a dit, t'as raison, finalement. C'est grave. Ouais. Puis on en parle pas. Je vais prendre 2 secondes pour t'en parler, mais on va vivre la crise énergétique. Ouais, on va la vivre. Clair, c'est real, là, c'est vrai. Ouais. Je veux pas être alarmiste. Surtout tous les chars électriques. Là. Tu sais, aujourd'hui, puis notre ancien ministre Fitzgibbon, j'avais déjà été à une de ses conférences et bon vieux Pierre. Pardon? Le bon vieux Pierre. Le bon vieux Pierre Fitzgibbon, qui était le ministre de l'Énergie, OK? Et je me rappelle, durant sa conférence, il montrait une stat d'Hydro-Québec, là, tu sais, lui, c'était un fervent défenseur c'était un anti-plainte électrique. Okay? C'était vraiment un anti-plainte électrique qui est comme vous chauffez des chambres avec des grille-pains. J'ai entendu souvent dire cette expression-là. Il était anti. C'est vrai, là, n'importe qui va dire qui est très savant de l'énergie, de la consommation énergétique, va dire c'est à peu près la pire invention qu'on a faite au Québec. On n'a pas ici dans ce bâtiment. Non, c'est ça, c'est bien. Non, mais c'est tellement important de le dire. Mais, on les entend. Là. La crise énergétique, une des solutions aussi, c'est l'espace qu'on a à occuper. Ouais. Et on sous-estime souvent ça. Oui, c'est vrai. Une personne seule qui vit dans un 4,5 consomme comme s'il était 3 à vivre dans un 4,5. Oui, c'est vrai. Et demain, on ne pourra plus se permettre d'avoir tout cet espace vacant à chauffer. Puis c'était ça, Fitzgibbon, juste pour boucler la boucle, c'est qu'il disait, on a fait l'effort de réduire on est plus économique, économique, énergétiquement. Oui, efficace énergétiquement. Efficace énergétiquement, le Québécois. Moyen, donc il y avait une réduction. Oui. Mais on vit tout ça à cette heure. Fait que... Mais il y a plus de véhicules électriques et il y a plus d'espace libre. Tu sais, on prend des plus grands plafonds, puis on se fait des plus grandes superficies. Puis... Donc, il y avait comme un changement qu'on a vécu dans les 3 dernières années. Donc, ça fait 1 an. Donc, dans les 4 dernières années, il y a un changement. On consomme plus parce qu'on a plus d'espace vide à occuper. À gérer, finalement, énergétiquement. Donc, bref, revenir à notre crise du logement, à notre crise d'énergie, c'est de dire la personne seule, qui est un phénomène réel, qui est brisé l'isolement, plus combiné à notre éventuelle crise d'énergie, va amener les gens à trouver des nouveaux modes de vie. Ouais. Puis le co-living, c'est une solution, c'est une alternative à notre bungalow, là. Ouais. Ouais. Ou à notre condo. Notre condo. Seul. Le condo, je trouve que c'est quand même une belle solution. Ouais, moi, le condo, je veux pas sa mort. Mais le bungalow, si t'es pas en famille, je suis très dérangé par le concept. Là, le condo, tu sais, ça répond à un besoin, mais tu sais, exemple, ça me fait penser à l'animation justement du dans le co-living. Tu sais, combien il y a de tours de condo avec des espaces communs incroyables, je pense, mettons, en Tour des Canadiens. Puis il n'y a jamais un chat là-dedans. Tu sais, c'est mort, là, tu sais. C'est vrai, mais c'est... en tant qu'opérateur de co-living, on va changer ça par l'influence indirectement. Parce que, tu sais quoi... Ça master lease, là. Ben, en fait, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que nos enfants, nous, là, ça fait 5 ans qu'on fait du co-living. Là. Je suis en train d'éduquer une génération à ma petite échelle, à coût de 500 000 portes, disons. Là, ben, disons que j'ai eu 1000 co-livers. Ben, c'est une génération qui vont avoir vécu ça. Puis que pour eux, ça va être le mode de vie normal. Puis ils vont demander ça par la suite. Puis là, ben, ils vont être peut-être propriétaires du condo dans le Tour des Canadiens. Puis peut-être qu'il va siéger sur le syndic de copropriété. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il va dire? Je peux-tu avoir un budget, moi, pour gestion de communauté dans notre actif? C'est-à-dire dans notre tour? Il va avoir... on crée un... C'est ça, être pionnier de quelque chose. C'est que tu sais pas qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va se transformer, mais chose certaine, on est un créateur d'une tendance. Absolument. Hey, Jean-Charles, pour avoir commencé l'émission comme un vieux mononcle dans mon bootcamp, vraiment, ça a été une discussion innovante et moderne et fraîche. Merci d'avoir pris le temps. Vraiment le fun. On dit encore, c'est quoi les dates? Les dates, 15 mars. 15 mars. Conférence avec Jean-Charles Goyesh. Ça va être sharp.
Ouais. Moi, je vais Ouais. Sur le co-living. c'est sûr que je vais être master prêt. Ouais. Je veux dire, je te le promets, là, Ça va je être suis vraiment débile. content que tu m'offres J'en suis convaincu. ça sur un plateau d'argent avec toi. On va pouvoir faire quelque chose de spectaculaire. Ça va être Vraiment. ça à coche, puis je pense que définitivement, c'est une des grandes opportunités des 10 prochaines années en immobilier au Québec. Là. Fait que réveillez-vous. Absolument. Merci, JC. Fait que si vous n'avez pas compris après cet épisode que vous devez vous absolument inscrire à la journée du 15 mars, dîner-conférence avec moi et Jean-Charles à Brossard, vous n'avez rien compris. Ça paraît que vous n'avez pas écouté l'épisode. Non, pour vrai, allez vous inscrire dès maintenant. C'est une conférence inusitée. Ça va être absolument débile comme événement. C'est la première fois qu'on le fait, donc c'est très exclusif. Puis la salle est limitée au niveau du nombre de personnes qui peuvent y être. Puis on ne changera pas de salle, même s'il y a beaucoup d'inscriptions, parce que c'est déjà une pas pire journée organisée par le Collège MREX. Alors, inscrivez-vous dès maintenant. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de feu. Et on se voit bientôt en faisant du co-living.